Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter à la plateforme. Nous sommes plus d'une centaine de participants aujourd'hui. À tout de suite. Donc, rebonjour. Mon nom est Fabrice Fortin, directeur des relations gouvernementales et des affaires publiques. J'animerai la présente séance. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur les perspectives économiques et les prévisions des secteurs de la construction et de la rénovation résidentielle au Québec pour la période 2024-2025. La construction résidentielle a plongé au Québec l'an dernier sous l'effet combiné des coûts de construction élevés et de la hausse abrupte des coûts de financement. Mais avec l'inflation qui rentre graduellement dans le rang, les taux hypothécaires commencent à fléchir. Le gouvernement fédéral a aussi éliminé la TPS sur les immeubles locatifs neufs et en contrepartie, le gouvernement du Québec, lui, a misé sur quelques changements législatifs, préférant attendre que la situation se régularise par elle-même. Est-ce suffisant pour relancer les mises en chantier en 2024 ou faudra-t-il attendre en 2025? Chose certaine, les besoins en nouveaux logements sont titanesques partout au Québec. Aujourd'hui, M. Paul Cardinal, directeur du service économique de l'APCHQ, présentera les prévisions de notre organisation pour les prochains mois. Paul s'est joint à l'équipe de l'APCHQ en janvier 2019 à titre de directeur du service économique. Auparavant, il a été directeur du service analyse du marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec pendant 11 ans. Précédemment, il a œuvré à la SCHL durant 8 ans à titre d'analyste, puis d'analyste principal responsable du marché de Montréal. Il est également riche d'une expérience dans le domaine de l'immobilier commercial. Enfin, il détient un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en économie appliquée de l'École des hautes études commerciales. Je vous informe que le présent webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Enfin, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions tout au long du webinaire directement dans le clavardage. Nous allons y répondre à la toute fin. Lorsque vous poserez une question, je vous invite à indiquer la diapositive qui sera projetée à ce moment précis pour aider M. Cardinal à répondre plus facilement à la question. Je vous souhaite un très bon webinaire. M. Cardinal, à vous la parole. Merci beaucoup, Fabrice. Les introductions ont été faites en bonne et due forme. Alors, sans plus tarder, je vais y aller directement avec la présentation et en particulier le plan pour qu'on puisse se laisser du temps à la fin là, pour que les gens puissent poser des questions. Alors, très simplement, on va d'abord parler du contexte économique qui va bien sûr mettre la table à notre scénario de prévision pour 2024-2025. On va surtout mettre l'accent sur les mises en chantier, mais on va parler également un peu là, de prévision au chapitre des dépenses de rénovation. Alors, pour le contexte économique, bien, on rentre tout de suite, encore une fois, dans le vif du sujet, là, avec le sujet le plus chaud, c'est la fameuse lutte à l'inflation. Comme vous le savez, le gouvernement canadien combat là, la plus forte poussée inflationniste des 40 dernières années, qui s'est manifestée là, tout de suite après la pandémie. Ici, sur le graphique, vous avez le taux annuel d'inflation au Canada
Et puis, vous voyez là, que ça a déjà atteint jusqu'à 8 Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que graduellement, l'inflation est en train de rentrer dans le rang. Ça fait 2 mois maintenant que le taux d'inflation global est en deçà de la barre des 3 Vous le savez certainement, là, la Banque du Canada, son objectif pour contrôler l'inflation, c'est que l'inflation soit à l'intérieur d'une fourchette de 1 à 3 Donc, on vient de rentrer dans la fourchette. Et même lorsque la Banque du Canada souvent va porter attention là, à des indicateurs d'inflation différents là, qui excluent les composantes les plus volatiles, comme l'énergie, même là, on était à 2,9 au mois de mars. Donc, a priori, ce sont des très bonnes nouvelles. Bien sûr, ça ne veut pas nécessairement dire que le combat est gagné. Il y a parfois là, des soubresauts, mais à tout le moins, ça s'en va dans le bon sens. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'évolution du taux directeur de la Banque du Canada. Comme vous le savez, là, le resserrement monétaire a été vraiment drastique. Les taux d'intérêt ont augmenté de 4,75 depuis janvier 2022. Et par contre, après avoir atteint 5 là, en juillet dernier, la Banque du Canada n'a pas changé son taux directeur. Elle est même sur le point de changer son fusil d'épaule, très probablement. Hier, il y avait justement là, une décision de la Banque. Elle a décidé de maintenir son taux à 5 mais de plus en plus, là, on anticipe que peut-être que lors de la prochaine réunion, qui va avoir lieu là, au début du mois de juin, il pourrait y avoir un premier mouvement à la baisse du taux directeur. On va en reparler tout à l'heure. En ce qui concerne les taux hypothécaires, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux hypothécaires n'attendent pas nécessairement les mouvements de la Banque du Canada. C'est plutôt le marché obligataire là, qui influence les taux hypothécaires à 5 ans. Et ils ont commencé déjà à diminuer. Ce que vous voyez sur le graphique, ce sont les taux négociés, donc pas les taux affichés par les institutions financières, mais bien les taux négociés. C'est disponible avec un peu de retard, c'est pour ça que ça s'arrête au mois de janvier, mais on voit quand même là, que en fin d'année, début d'année, également, on s'est retrouvé là, avec des petites baisses des taux hypothécaires. Lorsque je dis que ce sont les taux obligataires qui dictent ce qui se passe au niveau des taux hypothécaires 5 ans et non la Banque du Canada, vous voyez ici, là, c'est un graphique là, une capture d'écran que j'ai faite ce matin. Vous voyez là, toute la période ici là, où les taux obligataires se sont repliés de façon importante. C'est ça qui nous a donné la baisse des taux hypothécaires 5 ans qu'on a connue il n'y a pas longtemps. Depuis, ça a légèrement remonté, mais pas assez pour que les institutions financières décident de changer leurs taux. Et ce que vous voyez là, hier, par exemple, les taux ont augmenté. C'est probablement la réaction des marchés à la mauvaise nouvelle qu'on a eue du côté de l'inflation aux États-Unis, qui est finalement, il y a eu un soubresaut donc du taux d'inflation du côté américain. Puis ça, ça fait en sorte que les investisseurs, tout ce qui pour eux est un signe que l'inflation pourrait perdurer plus longtemps ici, à ce moment-là, ils demandent des rendements plus élevés sur les marchés obligataires. Et c'est pour ça qu'on a vu les taux augmenter au cours de la journée hier. Donc, on ne peut malheureusement pas espérer d'autres baisses de taux à très, très court terme. Parmi les bonnes nouvelles, au niveau de la tenue de l'économie canadienne, beaucoup de gens nous avaient prédit une récession. Il y a eu effectivement là, des trimestres négatifs récemment, mais on n'est pas techniquement en récession. Ce que ça prend, c'est 2 baisses trimestrielles là, du PIB. Et ce n'est pas ce qu'on a connu. Et les estimations préliminaires là, pour le début de l'année font en sorte qu'on probablement que notre trimestre actuel risque d'être positif également. Donc, on n'est pas en récession. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça fait en sorte que la Banque du Canada peut prendre davantage son temps avant de baisser son taux directeur.
puisque à l'inverse, là, si on avait été en récession, mais pour relancer l'économie, elle aurait été tentée de baisser son taux directeur plus rapidement. Là, ça lui permet d'attendre. Autre chose qui lui a permis d'attendre également, c'est que notre marché du travail est vraiment très résilient. Vous voyez ici le taux de chômage Canada et Québec. Après le soubresaut qu'il y a eu pendant la pandémie, c'est quand même revenu à un niveau extrêmement faible. Au Québec, on était à 5 en mars. Au Canada, 6,1 ça a légèrement augmenté par rapport à février, mais quand même, il n'y a rien vraiment d'inquiétant à ce niveau-là. Donc, le marché du travail est très, très solide et ce, malgré aussi le fait qu'il y a énormément là, de travailleurs temporaires qui arrivent au pays. Autre indicateur qui va bien, par contre, fait peut-être un petit peu moins plaisir à la Banque du Canada. La Banque du Canada voulait freiner là, la progression du prix des propriétés, mais il y a tellement, en tout et partout, là, il y a encore un déséquilibre qui est très important entre l'offre et la demande. Même si les ventes ont ralenti avec la hausse des taux d'intérêt, il y a presque pas, il y a encore très, très peu d'inscriptions, très, très peu de gens qui veulent vendre leur propriété. Non, il n'y a pas eu de catastrophe suite à la remontée des taux hypothécaires des ménages en difficulté qui auraient remis les clés. C'est resté encore très, 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 très faible. Donc, le marché est à l'avantage des vendeurs. Du côté du Canada, on a quand même connu une baisse de prix en 2023, surtout à cause des marchés là, les plus dispendieux comme Toronto et Vancouver qui sont davantage sensibles aux hausses de taux d'intérêt. Au Québec, ben, vous voyez, là, les prix sont demeurés stables. Donc, il n'y a pas eu la catastrophe que certains anticipaient. Je nommerai pas d'institutions financières, mais il y en a qui nous avaient annoncé jusqu'à 17 là, de baisse de prix, d'autres 12 Finalement, rien de tout ça ne s'est produit. Donc, le marché de la revente va bien. Puis, c'est sûr que s'il y a une rareté du côté de la revente, puis que possiblement même la surenchère est même pas complètement disparue là, dans certains, c'est rendu beaucoup plus anecdotique, mais il y en a quand même encore. Ben, c'est quand même bon naturellement pour le marché là, de la construction neuve, puisque si les acheteurs sont pas capables de trouver ce qu'ils veulent du côté de la revente, ou ça devient trop cher, ou ils s'engagent dans des surenchères, ben à ce moment-là, on va peut-être être un petit peu plus tenté là, de regarder du côté de la propriété neuve. Autre bonne nouvelle au niveau des coûts de construction, ben là, naturellement, vous êtes aux premières loges là, pour avoir expérimenté que les coûts de construction ont vraiment bondi depuis la pandémie. Là. Les indices nous disent que c'est à peu près de l'ordre de 37 depuis le début de la pandémie. Ici, ce que vous avez, c'est l'indice, la composante maison de l'indice du prix des logements neufs de Statistique Canada pour la province de Québec. On voit là, que ça s'est stabilisé au cours des derniers mois. Donc, vraiment, là, les coûts de construction, là, on ne parle pas juste des coûts des matériaux, mais également de la composante main-d'œuvre, ça s'est stabilisé. Donc, l'hémorragie est arrêtée. Ça ne veut pas dire naturellement que les coûts sont à la baisse. Ça veut juste dire qu'ils se sont stabilisés. Donc, puisqu'on on a mis la table maintenant pour le scénario de prévision, j'y vais d'abord avec les mises en chantier, mais une petite parenthèse quand même avant, là, parce que c'est sûr que la prévision des taux hypothécaires, c'est capital pour être capable de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Ici, j'ai pris les prévisions hypothécaires de British Columbia Real Estate Association juste parce que j'ai l'habitude de les suivre parce qu'habituellement, ils sont quand même assez bons dans leurs prévisions de taux hypothécaires. Alors, vous voyez, dans un premier temps, les prévisions pour le taux hypothécaire variable, qui, lui, va vraiment fluctuer de concert là, avec le taux directeur de la Banque du Canada. Ce que ça nous annonce, c'est que, selon leur scénario, c'est qu'on pourra avoir une baisse de 1/4 de point de pourcentage des taux variables au deuxième trimestre et puis encore 2 autres au courant de l'année. Et en 2025, bien, alors, on aura une baisse de 1 point de pourcentage complet là, du taux directeur. Pour ce qui est des taux 5 ans négociés, encore une fois, je vous le rappelle, ce n'est pas la Banque du Canada qui dicte les taux, mais bien les marchés obligataires. Là, la baisse serait plus ténue, donc vous voyez quand même que c'est assez graduel entre le deuxième trimestre de 2024, qui vient de commencer, et
la fin de 2025, ça pourrait être un demi-point de pourcentage dans le taux hypothécaire 5 ans négocié, encore une fois. Donc, ça s'en va dans le bon sens. C'est une baisse de taux qui va donner un petit peu, va dynamiser un petit peu le marché, mais c'est quand même très, très graduel, très timide. C'est rien quand même là, qui va avoir un effet bœuf sur le marché. Ce que j'entrevois donc pour 2024 et 2025, c'est oui, une certaine reprise des mises en chantier après une année 2023 qui avait été très mauvaise, comme vous le voyez, la baisse de 32 en 2023. Je prévois que ça va repartir à hauteur de 13 à 44 000 mises en chantier en 2024, puis un autre 14 pour nous amener à 50 000 mises en chantier en 2025. C'est Soit dit en passant, je suis même un peu plus optimiste là, que la plupart des autres prévisions que j'ai vues, soit de la part d'institutions financières, soit de la part de la SCHL. Je pense que quand même, la baisse des taux, même si elle n'est pas musclée, va aider un petit peu à ramener certains acheteurs sur le marché, mais je pense que ça va surtout se passer aussi au niveau de la construction locative. Il y a, entre autres, la TPS sur les logements locatifs qui a été éliminée du côté du fédéral. C'est un petit 5 c'est pas énorme, mais quand même, ça donne un petit peu de souffle et des taux d'intérêt qui pourraient être un petit peu plus intéressants avec certains programmes de la SCHL dont on va parler tantôt. Je pense qu'il y a des projets locatifs qui avaient été mis sur la glace qui pourraient maintenant être mis en chantier, mais encore là, on ne parle pas d'une manne, on ne parle pas de quelque chose de très, très spectaculaire et c'est très en deçà là, des besoins qu'on a en termes de nouvelles constructions. Je vous disais que le locatif était pour peut-être repartir un petit peu de façon un petit peu plus importante là, que les deux autres segments de marché. Mais il faut savoir que le locatif, c'est vraiment ça qui se construit depuis quelques années. C'est la part du lion. Dans les centres urbains, c'est 7 mises en chantier sur 10 qui sont destinées au logement locatif. Et ça risque de continuer encore comme ça. Pourquoi? Parce que l'accession à la propriété est extrêmement difficile, donc les gens demeurent locataires plus longtemps. Il y a aussi le vieillissement de la population qui fait en sorte que, bon, il y a plus de ménages d'une seule personne. Il y a des baby boomers qui décident aussi de vendre leur maison familiale en banlieue pour retourner vers le locatif. Mais là où la donne a vraiment changé, puis qu'il y a vraiment qui stimule vraiment beaucoup, beaucoup la demande, c'est au niveau de l'immigration. Vous le savez, là, qu'on a des nombres records de nouveaux arrivants, mais c'est quand même important de faire la distinction. Ici, sur le graphique, ce que vous avez, c'est en bleu la migration internationale, donc les immigrants reçus, qui, bon an, mal an, on est quand même pas mal toujours dans les mêmes eaux. Ce qui a changé complètement depuis quelques années, c'est le solde des résidents non permanents. C'est quoi les résidents non permanents? Ben, oui, il y a des demandeurs d'asile là-dedans et des étudiants étrangers, mais ce sont surtout des travailleurs étrangers temporaires. On en a accueilli un nombre record de 174 000 en 2023. Il risque d'y en avoir encore beaucoup à cause de la pénurie de main-d'œuvre généralisée qu'on connaît. Et donc, je pense que la demande pour le locatif va rester encore très, très soutenue parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là, ils ont un statut temporaire et que quand ils arrivent ici, bien sûr, là, ils ne vont pas d'emblée s'acheter une propriété. 9 fois sur 10 environ, ils vont être locataires lors de leur arrivée. Ici, je vais y aller plus rapidement là, pour les prévisions de mise en chantier par région métropolitaine. Naturellement, puisque vous aurez là, la possibilité de revoir la présentation, vous pourrez revoir les chiffres en détail. Je ne veux pas passer en revue toutes les régions. Juste vous faire remarquer qu'en 2023, malgré l'année qui a été très mauvaise en général, il y a deux régions qui ont déjoué la tendance. Saguenay, avec une hausse quand même très spectaculaire de 49 surtout à cause de la construction de nouveaux immeubles locatifs. Et puis, ça va bien également du côté de Trois-Rivières. Pour ce qui est des prévisions pour 2024-2025, bien là, normalement, la plupart des régions vont être en territoire positif en 2024 et vont tous être en territoire positif en 2025. J'explique brièvement
la raison pour laquelle il y a 3 régions là, que j'ai mis quand même, pour lesquelles j'ai mis une baisse des mises en chantier en 2024. D'abord, dans la région de Québec, c'est pas que ça va pas bien, ça va bien, mais du côté de la Lévis sur la rive sud, qui est un point très, très chaud, qui a donné vraiment beaucoup de mises en chantier au cours des dernières années, il commence à y avoir un enjeu au niveau des infrastructures qui sont saturées là, pour accueillir des nouveaux projets de développement. Alors, ça a été mentionné, bien sûr, là, à nos membres entrepreneurs qui se sont fait dire qu'il faudrait qu'ils attendent peut-être plus longtemps pour avoir leur permis de construction. Alors, c'est à cause de Lévis qu'il y a un moins du côté de Québec. Du côté de Gatineau, les échos qu'on a, c'est que là, il y a quelques projets qui lèvent du côté d'Ottawa plutôt que du côté de Gatineau à cause, entre autres, là, du fait que du côté ontarien, on a également éliminé la portion provinciale de la taxe de vente sur les immeubles locatifs neufs. Donc, de ce côté-là, il y a l'économie de la TPS et de la taxe de vente provinciale. Finalement, Saguenay, bien, ça a bien été. C'est juste que je doute qu'on puisse rééditer l'exploit de 2023. Donc, je ramène ça à quelque chose un petit peu plus en ligne là, avec ce que j'entrevois à long terme. 700 mises en chantier, baisse de 18 mais ça ne veut pas dire du tout là, que ça va mal pour autant. Comme vous le savez aussi, toutes les régions ont des taux d'inoccupation qui sont inférieurs à 3 c'est même pire là, quand on s'éloigne de Montréal. Et par exemple, du côté de Gatineau, de Trois-Rivières et Sherbrooke, là, on est à peine à 1 de taux d'inoccupation, alors les besoins sont quand même importants. Une petite diapositive ici, juste pour vous montrer comment a débuté le début d'année. Il y a juste 2 mois de fait. Là. Il ne faut pas encore naturellement tirer trop de conclusions. Mais bon, on est à peu près au même volume de mise en chantier que l'an dernier. Par contre, ça c'est global pour la province. Par contre, si on regarde au niveau des régions métropolitaines, bien, jusqu'à maintenant, Québec me fait mentir là, avec une belle hausse de 32 depuis le début de l'année. Saguenay également fait mentir mes prévisions avec 121 d'augmentation, mais on parle de 72 mises en chantier. C'est quand même juste 2 mois sur 12. Et puis, ben, Trois-Rivières, ça va bien encore avec une hausse de 57 Alors, ça ressemble à ça depuis le début de l'année. Maintenant, je veux qu'on revienne au niveau de la province, puis qu'on revienne vraiment à une perspective plus long terme, puis qu'on regarde d'ici 2030, c'est quoi les besoins en habitation. Là, pour ça, je fais référence à une étude de la SCHL qui a été mise à jour là, au courant de l'été 2023. Ce qu'ils ont essayé d'évaluer, c'est combien de logements il faudrait construire en tout genre, donc maison unifamiliale, copropriété, locatif. Combien de logements est-ce qu'il faudrait construire pour ramener l'abordabilité d'ici 2030. C'est un peu plus ambitieux que de dire rééquilibrer le marché. C'est vraiment faire en sorte que les frais de logement, tant pour le locataire que pour les propriétaires, reviennent à quelque chose de plus abordable comme il l'était au début des années 2000. Or, ce que l'étude nous dit, c'est qu'il manquerait quelques 860 000 logements au Québec, toujours pour rétablir l'abordabilité d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faudrait construire 1,19 million de logements au total d'ici 2030 parce que là, ils ont déjà projeté les mises en chantier d'ici 2030. Le 860 000, c'est un manque à gagner. En réalité, si on additionne l'offre qui est déjà prévue, c'est 1,2 million de logements qu'il faudrait construire au Québec d'ici 2030. Et à quoi ça ressemble? Ça veut dire qu'il faudrait pratiquement tripler le rythme des mises en chantier. Alors, si vous vous rappelez, par exemple, de ma prévision de 2025, où on serait à 50 000 mises en chantier, pour ramener l'abordabilité selon les estimations de la SCHL, il faudrait construire 150 000 unités environ à toutes les années d'ici 2030. Alors, on se dirige dans un problème de pénurie de logement là, qui pourrait s'en aller, qui va certainement s'en aller en s'exacerbant.
Maintenant, pour ce qui est des dépenses de rénovation, ben la rénovation, malheureusement, c'est un peu le parent pauvre là, en termes de statistiques. Il n'y a pas autant de statistiques naturellement que sur les mises en chantier. On ne peut pas complètement se fier au permis non plus, puisque c'est seulement là, une petite fraction des travaux de rénovation qui sont entrepris. Mais Statistique Canada fait quand même une estimation du montant là, qui est dépensé en rénovation résidentielle à chaque année. Vous voyez sans surprise l'augmentation faramineuse qu'il y a eu pendant la pandémie, 30 d'augmentation. En 2022, même si les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, on était encore sur une lancée où les ménages avaient prévu des travaux de rénovation. Ils avaient peut-être déjà réservé leur entrepreneur. Toujours est-il qu'on a eu encore une augmentation de 7 en 2022. Mais en 2023, on a eu un peu la tempête parfaite, coût des matériaux très élevé. Les entrepreneurs, ils n'avaient pas nécessairement autant de disponibilité, en tout cas à tout le moins en début d'année, mais aussi les taux d'intérêt qui étaient en hausse et puis un certain spectre d'avoir une récession. Tout ça a vraiment refroidi les ardeurs de nos ménages qui avaient l'intention de rénover. À l'instar de ce que j'ai dit pour la construction neuve, je pense que ça va repartir en 2024-2025, pas nécessairement de façon spectaculaire, mais quand même, on pourrait rejoindre 20 milliards en 2025 de dépenses de rénovation. Pourquoi? Bien, la baisse des taux d'intérêt, bien sûr, est une des choses. L'incertitude économique s'est peut-être un peu dissipée. Les consommateurs risquent, je pense, de reprendre un petit peu confiance, en tout cas quand ils vont voir que la Banque du Canada commence à réduire ses taux. Et il y a aussi plein de programmes là, qui s'ajoutent là, à la rénovation et qui s'en viennent intéressants. J'en parle dans une minute. On a fait une enquête il n'y a pas longtemps avec, en fait, en février, là, avec Renault Assistance. C'est la 3e année qu'on fait l'enquête. Ce qu'on a mesuré, c'est qu'il y avait 2 ménages propriétaires sur 3 qui avaient l'intention de rénover au cours des 3 prochaines années. Et ce qu'on leur demande, c'est des travaux de 5 000 et plus. Donc, on ne parle pas juste de petits travaux de peinture là, ou de remplacer des poignées de porte. Là, on parle de travaux qui comptent au moins là, pour 5 000 Donc, ça, c'est resté stable par rapport aux deux enquêtes qu'on a fait avant. Donc, ça nous dit quand même que les ménages continuent d'avoir l'intention de rénover. Les rénovations intérieures étaient un petit peu plus populaires que les rénovations extérieures. Et puis, on a remarqué aussi là, que les gens avaient légèrement augmenté leur budget moyen pour leurs principaux travaux de rénovation. Du côté des rénovations intérieures, bien sûr, c'est toujours la cuisine et la salle de bain qui arrivent en haut de la liste, mais on a aussi les revêtements de plancher et le sous-sol qui s'est glissé aussi dans le top 5 cette année. Pour ce qui est des rénovations extérieures, le projet le plus populaire, c'est toujours réfection de patio, terrasse, gazebo, suivi de loin par porte et fenêtre. Également, dans notre enquête, on a pu mesurer qu'il y avait presque 6 ménages sur 10 qui avaient l'intention de faire appel en tout ou en partie à un entrepreneur licencié. D'ailleurs, les professionnels qui vont être les plus en demande, bien sûr, l'entrepreneur général, les électriciens, les plombiers, toujours, on fait appel à des professionnels pour faire ce genre de travaux-là. Et également, vous voyez, le peintre, menuisier et entrepreneur en porte et fenêtre. Donc, c'est ce qui est ressorti le plus fort comme professionnel requis pour faire les travaux. Ensuite, je veux vous attirer votre attention sur les motivations à entreprendre les travaux. Ça n'a pas nécessairement beaucoup changé d'une enquête à l'autre. Ce qui arrive toujours premier, c'est les raisons esthétiques, avant les raisons fonctionnelles, l'entretien et les réparations. Donc, c'est vraiment parce que les gens ont envie de rafraîchir ou de refaire leur cuisine, leur salle de bain, les planchers, etc. C'est une grosse part des travaux de rénovation. Ce qui fait en sorte que, donc, il y a quand même c'est quand même une dépense qui est discrétionnaire et qui peut être déplacée dans le temps. L'autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est qu'il n'y a pas tout à fait un ménage sur 4 là, qui a l'intention d'entreprendre des travaux de rénovation pour améliorer l'efficacité énergétique de leur logement.
à cet effet-là, on leur a également demandé, est-ce que vous connaissez les mesures gouvernementales d'aide financière à la rénovation éco-énergétique? Il y en a 4 sur 10 quand même qui ne les connaissent pas. Et vous savez qu'il y a des programmes qui sont quand même, qui gagnent à être connus, qui sont populaires actuellement. Par exemple, le programme Maison verte au fédéral, soit la partie subvention de 5 000 ou le prêt sans intérêt de 40 000 remboursable sur 10 ans, mais aussi il y a le GIVER d'Hydro-Québec dont on connaît maintenant toutes les modalités qui peuvent donner des subventions qui sont intéressantes pour remplacer les thermopompes, installer ou remplacer une thermopompe, par exemple. Alors, à cet effet-là, sur notre site web de la PCHQ, là, vous pouvez trouver là, les différents programmes de subvention qui sont sur celles qui sont destinées aux consommateurs se trouvent sur trouveunentrepreneur.com et celles qui sont destinées aux entrepreneurs se trouvent sur le site apchq.com dans la section Actualités, programmes gouvernementaux. Tantôt, je reviens maintenant sur tantôt, je parlais de l'aspect discrétionnaire des travaux de nature esthétique. On a remarqué que cette année, dans l'enquête qui a eu lieu cette année, les gens étaient encore plus sensibles à la conjoncture économique et au taux d'intérêt qu'ils ne l'étaient lorsqu'on a fait l'enquête de 2022. Ça m'a quand même légèrement surpris. Mais ça dit finalement que le consommateur, il n'y a pas encore nécessairement il n'anticipe pas nécessairement l'embellie au niveau des taux d'intérêt, par exemple. C'est pour ça que je dis encore une fois là, que lorsque ça va se manifester, je pense que certains ménages qui avaient peut-être retardé ou attendu pour faire certains travaux pourraient maintenant passer à l'action, revenir sur le marché. Mais quand même, les gens attendent de voir comment ça va se passer au niveau de la conjoncture et des taux d'intérêt. Une forte proportion nous a dit qu'ils pourraient repousser leur projet dans le temps. Et 4 sur 10 nous ont dit qu'ils seraient prêts à réduire l'envergure des travaux également, selon la conjoncture. Et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi sensibles que ça au taux d'intérêt? C'est parce que il y en a 35 qui vont avoir besoin de financement pour réaliser leurs travaux. Vous vous en doutez, là, plus les travaux sont gros, plus on risque d'avoir recours au financement. Donc, la première source pour payer les travaux, c'est les économies personnelles. Mais ensuite, pour ceux qui ont besoin d'avoir recours au financement, ça peut se faire sous différentes formes. Mais la plupart vont utiliser leur marge de crédit propriétaire, donc leur marge de crédit hypothécaire pour faire ces travaux-là. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'évolution des taux d'intérêt également pour la rénovation. Alors, ça complète ce que je voulais parcourir avec vous. Et maintenant, il reste du temps pour une période de questions. Merci, Monsieur Cardinal. Je vais prendre les questions. Il y a un certain délai entre l'envoi de la question et la parution de la question. J'ai une première question pour vous, Monsieur Cardinal. Comment tenez-vous compte des annonces des différents gouvernements dans vos prévisions? On a vu que le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mesures au niveau de l'habitation la semaine passée. Il y a une nouvelle mesure en habitation cet après-midi sur l'accès à la propriété. Donc, comment vous tenez compte de toutes ces annonces dans vos prévisions? Oui. Bien, la question est excellente. Bien sûr, là, ce qui a été annoncé cette semaine, au moment où j'ai fait mon scénario de prévision, je n'avais pas pu en tenir compte. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu d'être un petit peu plus optimiste aujourd'hui? Possiblement, mais de la façon dont j'intègre les différentes annonces qui sont faites par les différents gouvernements, très sincèrement, du côté provincial, lorsqu'on annonce des logements dans le cadre du FAC ou dans le cadre, par exemple, de l'annonce qui a été faite à l'automne, le 1,8 milliard de dollars qui va être destiné à construire 8 000 logements abordables ou sociaux sur 5 ans, c'est très difficile d'essayer c'est un peu peine perdue, même, je dirais, d'essayer de déterminer ça va donner combien d'unités de plus en 2024 et en 2025. Parce que, vous le savez comme moi, ça prend du temps avant que l'argent se concrétise et devienne de la brique et du mortier.
Par contre, au niveau de ce qui est annoncé au fédéral, bon, j'ai déjà teinté naturellement mes prévisions du fait que la TPS avait été éliminée sur les logements locatifs. Ce que je regarde plus là, au-delà des annonces précises en logement, c'est pas mal ce qui concerne, ce qui améliore, si vous voulez, l'environnement dans lequel les promoteurs vont pouvoir lever des nouveaux projets, et il y a des programmes de la SCHL qui ne sont pas nécessairement nouveaux, mais qui, par exemple, je pense au programme APH Select qui existe depuis un petit bout de temps. Ça a beaucoup aidé, ça a soutenu énormément le marché en 2023. Les échos qu'on a, c'est presque 9 projets sur 10 qui sont passés via APH Select. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup les mises en chantier, puisqu'on peut aller chercher des conditions intéressantes comme un amortissement sur 50 ans, par exemple. Et il y a un autre programme qui maintenant s'appelle Prêt pour la construction d'appartements, qui est une enveloppe où le gouvernement fédéral va lui-même subventionner. Il va prêter de l'argent à un taux d'intérêt bas, fixe pendant 10 ans, un prêt amorti sur 50 ans. Et c'est directement là, donc des projets qu'ils sélectionnent et pour lesquels ils vont directement offrir le financement. Ce programme-là est intéressant, mais il faut comprendre que c'est une enveloppe qui est fermée, qu'on choisit des projets. Ce que le gouvernement Trudeau nous annonce, c'est qu'on va ajouter un autre 15 milliards dans le budget qui s'en vient. Donc, ça, c'est intéressant et semble-t-il qu'on va assouplir aussi certaines conditions. Fait que ça peut quand même être quelque chose d'intéressant. Donc, tout ceci étant dit, moi, je vous invite à suivre les annonces concrètes du budget de la semaine prochaine qui ont lieu mardi. Et par ailleurs, nous, on va faire justement un petit compte-rendu des mesures du budget fédéral qui ont une incidence sur le marché de l'habitation via un autre webinaire qu'on va faire dans une semaine, donc jeudi prochain. J'ai des questions des participants. Donc, première question, et c'était en lien avec la page sur les coûts de construction. Donc, une question de Daniel Lefebvre. On voit que les coûts ont cessé de croître. Prévoyez-vous des corrections des coûts à venir, une baisse des coûts à venir? Oui. Pas vraiment, mais ailleurs au Canada, il y a eu des petites baisses de coûts. Donc, c'est peut-être pas impossible. Moi, ce que j'en sais, c'est que là où il y a eu vraiment un recul du coût des matériaux, c'est au niveau du bois d'œuvre, qui est presque revenu à ce qui était avant la pandémie. Mais comme il y a eu aussi des baisses, par exemple, au niveau du chips, au niveau du béton, en tout et partout, ça n'a pas baissé. On est à peu près au même niveau qu'on était. Je ne m'avancerai pas à dire que ça va baisser, mais comme il y a moins, pour tout de suite, en tout cas au cours des prochains mois, là, comme il y a moins d'effervescence parce que bon, vous le savez, là, il y a eu un gros ralentissement des mises en chantier, des projets de rénovation, puis jusqu'à temps que ça reparte de façon plus importante, je ne pense pas qu'il y aura nécessairement énormément de pression sur le coût des matériaux et le coût de la main-d'œuvre. Par contre, à moyen terme, c'est pas impossible si en plus tous les paliers de gouvernement se mettent de la partie pour dire qu'il faut relancer la construction résidentielle. Il y a un déficit d'habitation aussi du côté américain. À un moment donné, les pressions pourraient revenir sur les coûts de construction. J'ai une question de Israël Dubé-Marquis. Plusieurs grands économistes prévoient une crise économique d'ici la fin de l'année. Il n'y a aucune prévision à ce sujet de votre part. Si c'était le cas, comment prévoyez-vous les impacts d'un tel événement sur le domaine de la construction? Mm-hmm. Oui, bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scénarios catastrophes qui circulent. Je ne suis pas très adepte des scénarios catastrophes. On n'a pas eu la grosse récession qu'on nous annonçait. On n'a pas eu non plus la grosse débandade du marché de la revente qu'on nous annonçait. Mais c'est sûr que si c'était le cas, c'est sûr, le remède traditionnel, c'est que la Banque du Canada, à ce moment-là, se dépêcherait pour baisser les taux d'intérêt, pour relancer l'économie, mais aussi parce que les propriétaires, ceux qui sont propriétaires,
ils font face à des hausses de coûts d'intérêt qui sont très importants actuellement. Et si la Banque du Canada rebaisse les taux, ça va freiner un petit peu la saignée qu'on pourrait connaître à ce niveau-là. Mais je suis l'évolution des reprises, de la proportion des prêts hypothécaires en souffrance. Et puis, jusqu'à maintenant, là, oui, ça a remonté, mais il n'y a rien pour écrire à sa mère. Les ménages qui sont en difficulté pour rembourser leurs prêts hypothécaires sont quand même supportés par les assureurs hypothécaires. La plupart ont des programmes là, quand même pour les aider à réamortir leurs dettes aux besoins. Donc, je n'anticipe pas la catastrophe de ce côté-là. Donc là, j'ai beaucoup parlé du marché de la revente. Pour la construction neuve, c'est sûr que ça ne semble pas une bonne nouvelle, mais il y a quand même une demande latente qui est là. Puis, si la Banque du Canada réagissait en baissant drastiquement les taux d'intérêt, ça pourrait quand même être très, très correct là, pour la construction résidentielle, à mon avis. Mais J'ai une question. Oui, juste pour vas-y. compléter, Fabrice, mais un petit peu plus dur peut-être pour la rénovation. Parce que c'est sûr que si une des choses aussi qui stimule beaucoup la rénovation, c'est le marché de la revente. Alors, ainsi va le marché de la revente, ainsi va la rénovation dans une certaine mesure. Alors, crise égalerait ralentissement là, du marché de la revente. Mais encore une fois, c'est pas le scénario que je privilégie. Fait. Une troisième question maintenant de Nicolas. Il y a une contradiction entre l'augmentation, la stabilité au niveau des taux d'intérêt et les besoins en logement. Quel est l'intérêt de la Banque du Canada de garder les taux stables quand ça va à l'encontre des objectifs en habitation? Oui, la question est excellente. La Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières, oui, qui supervise d'ailleurs maintenant l'activité de nos trois assureurs prêts hypothécaires, eux sont très inquiets du prix des propriétés et de l'endettement des ménages. Ils l'ont quand même dit assez ouvertement aussi, la Banque du Canada, qui voulait voir le pain. Ce que ça voulait dire, c'est qu'ils voulaient voir le prix des maisons baisser. Ça ne s'est pas exactement produit. Alors là, c'est sûr que c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont être moins agressifs pour les baisses de taux. Mais c'est vraiment la partie endettement des ménages qui inquiète parce que si on regarde simplement d'un point de vue besoin en habitation, besoin de construire, il faudrait baisser les taux d'intérêt puis ouvrir les ventes. Et là, ils ont peur à créer une surchauffe parce que déjà le marché de la revente demeure à l'avantage des vendeurs. Et si on baisse encore les taux d'intérêt, est-ce qu'on va pas jeter de l'huile sur le feu, amener des hausses de prix importantes, de la surenchère comme on a vu suite après la pandémie. Donc, la Banque du Canada essaie de faire un arbitrage entre les deux. Je ne partage pas complètement leur point de vue là, au niveau du risque de l'endettement des ménages, mais factuellement parlant, c'est ce qui est rapporté là, par la Banque du Canada. Donc, ils n'ont pas de problème à dire on garde les taux directeurs comme ça. Nicolas répond à votre intervention. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de programmes gouvernementaux qui incitent à l'achat, particulièrement du gouvernement du Québec. C'est sûr que ça serait bienvenu, des programmes de la part du gouvernement provincial aussi, parce qu'il y a quand même eu plusieurs programmes du côté fédéral pour aider l'achat d'une propriété neuve en particulier. Je pense que des mesures seraient bienvenues parce que, vous le savez, les constructions neuves sont quand même plus dispendieuses que les propriétés existantes parce qu'il y a toutes sortes de frais qui s'ajoutent aux constructions neuves, plus des taxes. Ce qui fait qu'il y a un écart de prix là, entre le neuf et l'existant qui fait en sorte que les ménages vont magasiner l'existant avant de magasiner le neuf. Si on veut donner un coup de pouce au neuf, il faudrait donner des avantages au niveau de la construction neuve.
Ça pourrait être des amortissements plus longs, ça c'est fédéral, là, ou des mesures pour aider l'achat d'une propriété du côté provincial. Ce ne serait pas un luxe parce qu'on a le taux de propriété le plus faible de tout le pays au Québec. Donc, nous n'avons pas d'autres questions. Merci à nouveau, Monsieur Cardinal, pour la présentation. Merci à tous les participants. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous transmettre la présentation de Monsieur Cardinal par courriel, ainsi que la captation, le lien YouTube là, du webinaire. Je vous souhaite une excellente journée.